Bonjour, alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Eduardo Caracciolo voilà, dans le cadre de notre séminaire doctoral annuel qui s'intitule Les mathématiques et le monde, que nous organisons avec Marco Storni. Et nous parlerons aujourd'hui de bons géomètres, mauvais géomètres, les inédits husserliens des années 1890. Voilà, donc je laisse la parole à Eduardo. Et, Merci. Et merci à vous pour être ici. Et merci à vous deux, à Marco et à Jean-Daniel, pour m'avoir donné la possibilité de présenter les résultats de mes recherches. Car en fait, ce texte que je vais vous lire aujourd'hui est tiré du premier chapitre de ma thèse doctorale qui porte sur la première théorie de l'espace de Husserl. Je dis première parce que normalement, quand on s'approche au problème de l'espace chez Husserl, on se réfère surtout aux études de la Dichtvorlesung, de la leçon sur l'espace du 1906. Et en fait, je crois qu'on trouve des notations très intéressantes aussi dans les manuscrits de recherche, dans le texte du premier année 90, où seul esquisse une première théorie de l'espace, qui à mon avis a des qualités des caractéristiques qu'on ne peut pas réduire à celles de la théorie de l'espace phénoménologique. Donc aujourd'hui, on va introduire le problème, c'est-à-dire comment Husserl passe ses études de la philosophie de l'arithmétique et approche le problème de l'espace. Donc je vais lire maintenant. Dans le but de comprendre comment Husserl approche la question de géométrie non euclidienne, qui est à la base de la philosophie de la géométrie des années 90, il faudra d'abord prendre en considération la bipartition de sa première œuvre, la philosophie de l'arithmétique. En effet, la première partie du livre est guidée par l'idée selon laquelle les concepts de nombres constituent le fondement de l'arithmétique générale, et que même les représentations plus complexes des nombres, tels que les nombres rationnels ou imaginaires, présentent un lien génétique avec la représentation intuitive du nombre naturel. En arrière-plan de cette perspective, on trouve la conviction que la multiplicité des nombres soit reconductible à l'unité. Parce que nous pouvons comprendre et manager tout ce concept numérique à travers des représentations symboliques, c'est-à-dire à travers des signes qui les caractérisent de manière univoque. Mais pendant les dernières années 80, on Husserl réalise qu'à l'intérieur de la catégorie de représentation symbolique se retrouve une série de types numériques très différents. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les signes pour percevoir clairement la différence substantielle entre ce qui désigne les grands chiffres, 550, 400 000, et ce qui désigne, par exemple, le nombre irrationnel, la racine carrée de 3, le pi grec, tout ça. Husserl reconnaît l'existence d'une multiplicité problématique des champs, les nombres naturels, les irrationnels, les imaginaires, dont l'unification ne peut être possible avec une notion aussi vague de représentation symbolique. C'est pour cette raison que dans la deuxième partie de la philosophie de l'arithmétique prend forme une notion d'arithmétique générale, allgemeine Arithmetik, en tant que summus genus, qui renferme une multiplicité de champs spécialisés, chacune desquels est fondée sur un concept de nombre déterminé. À la base de l'arithmétique universelle, il y a une technique calculatoire, que ça l'appelle Rechenkunst, qui adresse les règles valides dans tout champ numérique, à travers lequel on dérive des nombres recherchés à partir de nombres donnés. Husserl décrit la procédure, vous la trouvez, c'est la citation numéro 1 du papier.
Toute résolution se divise manifestement en une partie relevant du calcul et en deux parties relevantes du concept. Conversion des pensées en signes, calcul, conversion des signes résultants en pensée. Donc, on commence en traduisant la pensée en signes, après on calcule avec ces signes, et à la fin, on retraduit le signe en concept. La traduction des pensées en signes permet d'homogénéiser différents champs en les ramenant au langage universel de l'algorithme. Si on traduit les nombres rationnels, naturels, etc. en signes qui peuvent être managés par les mêmes systèmes de calcul, on peut surmonter leurs différences à travers une intervention technique. Le résultat est évident. Grâce à l'élasticité du système, on a obtenu les différences entre les concepts de nombres en s'assurant ainsi la possibilité d'une arithmétique universelle qui puisse éclaircir les relations entre les différents champs numériques. La philosophie de l'arithmétique se conclut avec cette esquisse de théorie algorithmique qui essaye de résoudre la tension entre singularité de la méthode et multiplicité des champs, entre forme universelle de la connaissance et contenu spécifique. Husserl a projeté de rédiger un deuxième tome, jamais publié, dans lequel il aura dû approfondir ses études en relation avec une défense philosophique. Je vais appeler la page. Husserl projeté de rédiger un deuxième tome qui n'a jamais été publié, dans lequel il visait d'approfondir ses études en relation avec une défense philosophique de la géométrie euclidienne, faisant critique des nouvelles géométries non euclidiennes. En effet, Husserl précise que les deux recherches partagent leurs concepts fondamentaux, le Grundgedanken. Maintenant, on fait un bref excursus concernant l'interprétation husserlienne de géométrie non euclidienne. Pendant le semestre hivernal du 1889-1890, Husserl donne les cours intitulés « Aperçu historique sur le développement de la géométrie », dans lesquels il exprime son interprétation de différentes géométries non euclidiennes en déchiffrant leur sens historique. Husserl apprécie l'élégance du théorème egregium de Carl Friedrich Gauss, qui permet de considérer les propriétés géométriques d'une surface de façon intrinsèque, c'est-à-dire sans tenir compte de l'espace environnant dans lequel la surface est plongée. La géométrie de telle surface est en effet déterminée par une valeur analytique qui indique le degré de courbure de la surface, mineur ou majeur par rapport à la planité absolue. Alors, à la fin de votre papier, vous trouverez une image que ça vous donne une compréhension intuitive de ce qu'on parle, mais ce n'est pas exactement nécessaire pour comprendre le texte que je vais vous lire. La courbure intrinsèque peut être positive, négative ou nulle. Dans les premiers cas, on a une géométrie elliptique, dans laquelle il n'y a aucune ligne parallèle, parce que toutes lignes tendent à converger. Une courbure négative décrit un espace hyperbolique dans lequel il y a infinies lignes parallèles, parce que toutes lignes divergent l'une des autres. Si enfin la courbure est nulle, on a un espace plan décrit selon les règles de la géométrie euclidienne standard. La géométrie euclidienne devient donc une géométrie entre les autres et perd de son unicité, mais dans le même temps, elle garde une certaine particularité puisqu'elle nous apparaît en tant que simple cas spécial d'un ensemble infini de géométries pensables.
d'après l'interprétation husserlienne, Gauss aurait réservé une position privilégiée pour la géométrie euclidienne, en lui attribuant une priorité logique par rapport aux autres géométries. La deuxième étape de l'histoire de la géométrie d'après Husserl concerne Bernard Riemann, qui, dans son chef-d'œuvre sur les hypothèses qui sont à la base de la géométrie, avait généralisé les conclusions de Gauss. Au lieu de se focaliser sur les espaces bidimensionnels comme Gauss, Riemann étude la relation entre métrique et courbure dans tout type d'espace, c'est-à-dire dans les espaces n-dimensionnels, où n désigne n'importe quel nombre naturel, donc 1-dimensionnel, 3-dimensionnel, 4-dimensionnel. Derrière ces petits changements se cache un des principaux bouleversements de la pensée géométrique. Au lieu de penser l'espace en tant que lieu dans lequel on dessine des figures, et la géométrie en tant que système d'axiomes qui définissent la méthode de construction des figures et leurs propriétés, la géométrie riemannienne vise à analyser la variété, c'est-à-dire un objet mathématique qu'on obtient en traduisant les propriétés figurales en expressions algébriques à travers les instruments de l'analyse mathématique. Cette méthode se déroule exclusivement au niveau arithmétique et ne recourt pas à l'intuition. Son objet, la variété, n'a qu'un rapport direct avec l'espace euclidien de l'expérience. Dans cette perspective, la géométrie euclidienne, qui fonde sa priorité sur la conviction qu'elle décrit l'espace réel, doit désormais être considérée, ça c'est une citation de Riemann, juste en cas particulier de grandeur à 3 dimensions. Comme ça, on voit enfin se compléter la rétrogradation de la géométrie euclidienne des cas uniques, d'après la tradition euclidienne, à cas spécial chez Gauss, et des cas spéciaux à cas particuliers chez Riemann. À ce stade, les études sur la relation entre algorithme général et champ particulier se croisent avec la question de la géométrie. Husserl aborde les géométries non euclidiennes d'un point de vue méthodique, en évaluant dans quelle mesure les instruments algorithmiques détaillés par la géométrie riemannienne peuvent être appliqués au champ spatial. Les manuscrits inédits de l'époque révèlent que Husserl s'est inspiré pour ses objections de deux modèles dans l'histoire de la géométrie. Le premier est Leibniz, qui avait critiqué la géométrie analytique cartésienne, dans laquelle les problèmes géométriques sont traduits en problèmes arithmétiques en interprétant les figures en termes de coordonnées numériques. Leibniz avait lui répondu avec une géométrie intitulée Analysis Situs, qui visait à exprimer les propriétés de l'espace à travers un calcul spécial. La deuxième source de Husserl est un mouvement géométrique qui, dans le XIXe siècle, visait à refonder la méthode synthétique sur la base d'une critique systématique à la géométrie analytique. Chacune à sa manière, Christian von Staudt, Giuseppe Veronese et Hermann Grassmann avaient adhéré à ces courants, tous étant des mathématiciens qui s'inspiraient à la tradition leibnizienne de l'analyse situ. Pourquoi, on peut se demander à ce point, Husserl avançait-il contre Riemann des objections qui furent originellement avancées contre Descartes? Cette opération est légitime? Oui, répondrait Husserl, les critiques sont toujours valides parce qu'elles se réfèrent en aspect commun à deux géométries, à savoir le fait que toutes les deux filtrent les aspects qualitatifs de la figure géométrique à travers un système symbolique et nous en fournissent une description quantitative, c'est-à-dire numérique. Selon Husserl et Leibniz, cette traduction symbolique est illégitime parce qu'un système algébrique qui se focalise sur les caractéristiques quantitatives ne peut pas garantir une description exhaustive des figures géométriques, qui ont également des propriétés qualitatives. Donc, en symbolique, un système de signes qui est
qui a pensé, qui se base sur des catégories, sur la catégorie de la quantité, ne peut décrire de façon complète un phénomène comme un objet, comme la figure géométrique qui a des propriétés qualitatives. En schématisant, d'après Leibniz, les styles de calcul adoptés par la géométrie analytique aboutissent à trois types de résultats. Soit il nous offre une description partielle de l'objet spatial, soit il ne réussit pas à exprimer certaines figures de manière symbolique, soit en les exprimant, il les déforme. Giuseppe Veronese, géomètre italien du XIXe siècle, presque inconnu aujourd'hui, mais assez célèbre dans le milieu mathématique de l'époque, reprend l'argumentation de Leibniz en la traduisant en termes modernes, le même terme qu'on trouve dans les manuscrits husserliens. Veronese souligne que quand la méthode ne convient pas à l'objet réel, elle produit un objet théorique qui n'a plus de lien avec l'objet réel. C'est la citation 2. Donc, selon cette méthode, la distance entre deux points est un nombre. Mais bien que la distance soit représentable avec un nombre, la méthode analytique ne nous dit pas ce qu'est la distance, parce qu'elle n'est pas un nombre au niveau géométrique. Husserl fait écho aux préoccupations de Leibniz et Veronese quand il aborde la même question en proposant les mêmes exemples. Il demande, ça c'est la citation 3, que signifie la longueur de cette ligne? Que signifie que la distance entre deux points infinitement proches est x0, y0, x0 plus différentiation différente. D'après Husserl, Riemann présuppose qu'on puisse expliquer la signification de la notion de distance à travers une fonction arithmétique qui en décrit les coordonnées, et que par conséquent, il y a un lien implicite entre les deux, c'est-à-dire entre la signification de distance et la fonction arithmétique qu'il a décrit. Mais en vérité, Husserl soutient, ce lien n'existe pas. Citation 4. Personne ne peut identifier le fait qu'entre deux points quelconques existe une équation indépendante de la translation et de la rotation avec l'expression deux points quelconques ont une distance. Comme ça, la distance est réduite en une simple différence numérique, une Fackesanne différence, qui obscure le sens intuitif spatial du concept. La conclusion est assez tranchante. Ce calcul algébrique traite la distance de manière impropre, unagentlich, et externe, außerlich, parce qu'il est étranger au domaine géométrique, à savoir, il n'a pas été développé en conformité avec la nature de l'objet spatial. Dans les inédits, Husserl conclut en affirmant que le concept d'espace proposé par Riemann n'est pas assez géométrique. Husserl et Leibniz conviennent qu'une telle perte de contact avec la dimension intuitive de l'espace comporte deux conséquences nocives quant à la qualité des résultats et des procédures épistémologiques. D'un côté, la définition analytique de l'objet géométrique n'est pas assez universelle, parce qu'elle définit la relation entre l'objet et un système arbitraire de coordonnées. Il sort que, en changeant le système de référence, on changera la définition du même objet. D'autre part, à cause de la structure du calcul, la géométrie analytique s'embrouille avec des opérations longues et baroques qui perdent de vue leur but. Parfois, quand on arrive à la fin du calcul, on s'apprête à traduire la chaîne symbolique en figure géométrique, on découvre que l'équation n'a pas de correspondant synthétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer des constructions, parce qu'au symbole arithmétique
ne correspond nécessairement à une signification géométrique et vice-versa. Même si les déficits de la géométrie analytique se manifestent en traitant les questions techniques méthodologiques, ils s'enracinent dans certaines défaillances de nature philosophique qui persistent depuis Descartes. Leibniz et Veronese s'accordent à reconnaître que la géométrie analytique, soit la cartésienne, soit la riemannienne, ne thématise ni les concepts fondamentaux de la théorie, ni la signification méthodologique des outils conceptuels qu'elle adopte, en préférant plutôt les investir immédiatement dans la résolution des problèmes. C'est-à-dire que leur recherche devient opaque au moment où les problèmes fondamentaux sont abordés, comme l'illustre le cas de la question de la mesurabilité de l'espace. La mesurabilité de l'espace joue un rôle extrêmement important dans la théorie riemannienne parce qu'elle constitue la possibilité même de l'exercice de la géométrie. Si l'espace n'est pas homogène, la ligne qui est ici mesure 1 cm pourrait mesurer 2 cm là-bas. Et par conséquent, on perdrait le sens même de géométrie en tant que mesurage de l'espace à travers un mètre stable. Riemann avait donc proposé l'hypothèse, c'est la citation 5, que la longueur de ligne soit indépendante de la position et que par conséquent, toute ligne soit mesurable en moyenne de n'importe quelle ligne. D'après Husserl, la formulation de cette hypothèse suit le style typique de la géométrie analytique, qui en sortant du domaine de la technique et en accédant aux problèmes fondamentaux, manifeste une dangereuse forme de dilettantisme. C'est maintenant la citation 6. Quand Riemann affirme que la longueur doit être indépendante de la position, il attribue à l'espace les propriétés de la congruence et de l'homogénéité d'une manière tout à fait obscure. Un grand nombre de manuscrits et de lettres répètent cette même formule, en soutenant que la symbolisation adoptée par la géométrie analytique cache, à sa base, une série de présuppositions problématiques. Le climax de la réfutation arrive où ça indique une hypothèse originaire, ursprüngliche Voraussetzung, c'est-à-dire une idée implicite qui fonde la possibilité même de la géométrie analytique, car elle explique les raisons qui permettent l'application des outils analytiques au champ géométrique. Clarifier le sens de cette hypothèse, d'après Husserl, signifie aussi définir les rapports entre géométrie et arithmétique en termes de convergence, collaboration et analogie entre deux sciences autonomes. Selon cette hypothèse, la variété spatiale peut être déterminée à travers 3 valeurs numériques, à savoir, on peut obtenir une représentation univoque caractéristique de chaque point de l'espace par la mensuration numérique de ces distances à 3 axes de coordonnées fixes. Les axes x, y et z, la représentation des points en tant que distance des axes, ce sont les éléments fondamentaux de la géométrie analytique qui nous permettent d'identifier un point dans les plans cartésiens de manière univoque. Mais la recherche n'a pas encore achevé son but, à savoir l'élucidation complète du fondement épistémologique de la géométrie analytique. L'hypothèse originaire, en effet, n'est pas si originaire, parce qu'elle-même a été introduite en suivant une raison génétique qui était submergée par une couche de pratiques et d'habitudes scientifiques. Sur ce point, Husserl est assez clair. Les propriétés de la représentation spatiale intuitive fondent, au moins inspirent les structures symboliques, auxquelles recourent les sciences comme la géométrie analytique. Bien que les symboles scientifiques soient une structure artificielle vidée de contenu matériel,
La raison ultime qui nous guide dans le choix d'une symbolique appropriée est codéterminée en quelque sorte par la nature de ce qu'il symbolise. Donc il y a une certaine tension entre cette idée de signe complètement détaché du contenu qu'il dessine, qu'il symbolise, et le fait que dans le cas de la géométrie, il faudrait que ce signe soit de quelque sorte codéterminé par la nature spatiale de l'objet géométrique. La géométrie analytique ne reconnaît pas telle priorité de la dimension intuitive par rapport à la représentation symbolique. Et surtout, elle cache cette signification intuitive originaire derrière une définition analytique qui finit pour envahir le devant de la scène. D'abord, la perte de contact avec la dimension intuitive. Ensuite, la substitution de la signification géométrique avec des expressions arithmétiques. Enfin, la négation que la structure symbolique de l'algorithme soit codéterminée par la nature du champ à symboliser. Ce sont les étapes d'un processus qui nous mène à une représentation de l'espace qui n'a plus aucun lien avec l'expérience spatiale. Alors maintenant, on a terminé la par Destruens des études de Husserl, on va voir ce qu'il propose en positif à propos du problème de la symbolisation de l'algorithme spécial. Malgré tout, dans une lettre envoyée à Brentano en 1892, Husserl confesse d'avoir trouvé des contenus philosophiques féconds dans la théorie riemannienne qui a le mérite d'aborder la question de l'espace et se focalisant sur la forme des relations parmi les éléments spatiaux, plutôt que sur les objets en tant qu'entité autonome. Ceci lui permet d'approcher l'arithmétique et la géométrie en tant que système d'objets organisés selon des relations spécifiques. Le défi relevé par Husserl est le suivant. D'abord, comprendre quelles sont les relations spécifiques de l'espace, ensuite extraire ces formes du matériel sensible pour enfin concevoir une symbolique apte à les représenter. Le projet peut être résumé en une phrase. C'est la citation 7. Quelle est la forme systémique qu'il faut que les relations aient enfin que nous soit donné un système de propositions qui correspond à la géométrie? Dans ses notes, Husserl explique qu'il y a deux catégories de relations. D'un côté, il y a les relations externes ou indirectes, à savoir celles qui lient deux éléments à travers un élément médiateur de nature différente. De l'autre côté, il y a les relations intrinsèques qui lient deux éléments à travers un élément de nature homogène. Or, Husserl considère surtout la distance, une des notions fondamentales de la géométrie, et essaye de comprendre si elle retombe dans les relations externes ou dans les intrinsèques. Selon la géométrie analytique, la distance est une relation externe parce qu'elle est définie par une fonction arithmétique qui décrit la relation entre deux points géométriques. Selon Husserl, au contraire, la distance est une relation intrinsèque parce qu'elle est homogène aux éléments qu'elle connecte. C'est-à-dire, elle est tout aussi spatiale que les points qu'elle divise. Il écrit dans ses notes, « La distance est un moment de la grandeur dans la relation interne entre deux points déterminés. À savoir, la distance est un aspect mensurable de la relation qui lie deux points, qui connecte deux points. Maintenant, on commence à voir dans quel sens la définition de distance proposée par Husserl
essaye de respecter les contenus intuitifs de la représentation spatiale en soulignant ses aspects spatiaux, c'est-à-dire qualitatifs figuraux. Bien évidemment, le changement du vocabulaire s'accompagne d'une introduction de nouveaux outils conceptuels aptes à développer une nouvelle description du champ. Husserl vise à concevoir un symbolique qui puisse traiter de grandeur géométrique sans en trahir les péculiarités. Dans ses notes, il relève que dans l'histoire de la géométrie, il y a des précédents à partir desquels il s'est inspiré pour la part constraints de sa théorie. Encore une fois, c'est le mouvement de refondation de la géométrie synthétique du XIXe siècle qui, en s'alliant à Leibniz, proposait une géométrie plus proche aux aspects qualitatifs de l'espace. En particulier, les études de géométrie de la position de von Staudt ont relevé la nécessité d'envisager une nouvelle symbolisation, signature, qui puisse manager de manière propre les domaines géométriques. Il faudra donc développer un algorithme spécial, on a besoin d'un algorithme, qui, nous dit Husserl, offre un avantage spécial pour aborder un champ de problèmes spécifiques. Puisqu'il s'agit d'un algorithme spécial, il naîtra à travers un procès de spécification d'un algorithme général, la structure duquel est esquissée dans une lettre à Stumpf datée 1890. Husserl décrit la configuration de cet algorithme général avec l'image d'une série de cercles concentriques. Le cercle central décrit le champ des nombres naturels et représente l'ensemble des règles fondamentales qui sont partagées par tous cercles. En élaborant l'ensemble des règles fondamentales, on obtient les règles gouvernant les cercles externes, à savoir les champs d'études spéciaux de la chromatique, géométrie, mécanique, etc. Ces règles ne remplacent pas celles du cercle originel, mais plutôt elles les intègrent, sauvegardant d'une part la cohérence du système compréhensif de l'arithmétique générale, et d'autre part la possibilité de traiter tout champ à travers la même symbolique. La première étape du processus de spécification des règles consiste en une considération attentive de la nature du champ à traiter. C'est la citation 8. D'abord, on part du domaine d'application déterminé, on fonde les formules fondamentales sur la nature de ce concept, et à partir de là, on fonde l'entier calcul. La transposition en notre domaine a lieu selon analogie, à travers les formules fondamentales. En gros, il faudra d'abord clarifier cette analogie, c'est-à-dire les rapports d'identité et différence entre les champs, en vérifiant quelles sont les liaisons entre les concepts fondamentaux, par exemple entre les concepts de nombres de l'arithmétique et les concepts de points géométriques. Ensuite, on pourra procéder à la traduction des règles fondamentales, qui, originalement fondées sur la nature du premier champ, seront modifiées afin qu'elles adhèrent à la nature du deuxième champ. Husserl se réfère synthétiquement à cette opération dans les cours intitulé L'arithmétique en tant que science déductive du 1895. Durant lequel il esquisse les règles d'un calcul vectoriel qui concordent partiellement avec les règles fondamentales de l'arithmétique. Les objets du calcul envisagés par Husserl ne sont pas des nombres, mais des segments orientés. C'est la citation 9.
Du point final de ce segment, on peut enlever une grandeur identique qui suit la même direction. Nous indiquons la linéarité entre les deux segments avec le signe plus, de manière que le point final du premier soit identique avec le point de départ du deuxième. Il y a donc un segment déterminé OB égal à 1 plus 1 avec un ligne, qui on désigne avec 2. Et également, on désigne un segment 2 plus 1 avec 3. Dans le texte cité, où ça propose de représenter l'opération synthétique des prolongements d'un segment à travers un calcul qui traite les segments en tant que quantité orientée vers une direction. Dans ces calculs, on ne modifie en aucune manière les règles de l'addition et de la soustraction quand il s'agit d'additionner deux segments qui se retrouvent sur la même ligne. On conserve aussi les propriétés transitives et commutatives quand on les applique au champ géométrique, de sorte que, c'est la citation numéro 10, nous gardions ces mêmes principes tels qu'ils sont dans la théorie des nombres. C'est juste que nous avons plus affaire aux nombres, mais aux segments. Or, on a souligné les aspects communs entre les champs, mais il y a bien des différences que la nouvelle symbolique doit reconnaître et exprimer de manière appropriée. Il faut donc se demander comment les différences entre les champs se reflètent dans l'algorithme. La citation 11. Dans la théorie des nombres, le concept de A moins B n'a qu'un sens si 2 majeur de A. 3 moins 7 est un nombre impossible. Je ne peux pas soustraire cette unité de 3. Je n'obtiens aucun nombre à travers l'opération demandée. Le champ de ce nombre segment, Streckenanzahlen, est une autre. Une moitié coïncide avec le champ numérique et la proposition en vigueur. L'autre moitié est excédente et manque de correspondants dans le champ numérique. Par exemple, Husserl explique que dans le champ numérique, le concept de 3 divisé par 7 n'a qu'une valeur. Je ne peux pas partager le nombre 3 et 7 parts, chacune desquelles est encore un nombre comme exigé par le concept de division. Dans le champ des nombres segments, au contraire, 3 divisé par 7 a une signification spatiale, parce qu'il peut être interprété comme 3 septièmes, c'est-à-dire 3 fois le segment qui représente la septième partie du segment 1. Comme ça, les règles spéciales de l'algorithme décrivent le vecteur de manière complète, en tenant compte soit de l'aspect quantitatif, soit du côté qualitatif. Le premier est exprimé par l'intensité, qui en gros indique la longueur du vecteur et définit sa configuration en soi, indépendamment de sa position dans l'espace vectoriel. Le côté qualitatif, au contraire, est représenté par la direction du segment, un élément qui ouvre à la considération des rapports entre le vecteur en soi et l'espace vectoriel contextuel. La citation à suivre, c'est la numéro 13. Application du calcul opérationnel aux grandeurs extensibles. Quantité et lieu servent à déterminer les grandeurs extensibles. Plutôt que d'opérer uniquement avec la quantité, comme les anciens analystes voudraient, à travers une symbolisation adéquate, on pourrait exprimer lieu et quantité avec un nombre complexe et calculer selon la formulation des opérations fondamentales. On ne calcule plus avec des nombres, ou mieux, avec des grandeurs numériques abstraites, mais avec des nombres extensibles.
Grâce à cette définition à deux valeurs, intensité et direction, on gagne la possibilité d'exprimer l'objet spatial à travers un symbolique compréhensible. En plus, cette forme d'algorithme produit une chaîne de symboles ayant une traduction directe en termes spatiaux. Husserl et Leibniz, nous l'avons déjà noté, avaient soutenu que la procédure algorithmique comporte une partie calculatoire aveugle ou mécanique, dans laquelle on perd contact avec la signification spatiale. Il semblerait, il faut recourir au conditionnel ici, que Husserl a désormais abandonné cette idée et qu'il est plutôt viré vers le modèle d'un calcul à double règle, dans lequel la partie calculatoire et la partie conceptuelle progressent l'une de côté à l'autre. Chaque pas du calcul marche en parallèle à un pas possible de la pensée, affirme Husserl, puisque entre signes et concepts persistent les plus complets parallélismes. Ça vient de Husserliana 21. Le parallélisme entre les deux se manifeste dans le fait que chaque étape du calcul soit associée avec des procédures synthétiques qui nous donnent des figures géométriques correspondantes de façon à ce que la chaîne symbolique gagne une immédiate signification intuitive. Selon le projet husserlien, cet algorithme spécial aurait satisfait un ancien desideratum de l'histoire de la géométrie, à savoir l'alliance entre géométrie analytique et synthétique. Cette méthode aurait en effet comblé les carences de chaque modèle avec les respectives vertus, en rassemblant la rigueur et la généralité du calcul avec l'évidence intuitive de la construction. À travers ces réflexions sur la notion de signe, Husserl essaye de résoudre la tension latente entre composants matériaux et formels d'une théorie, qui dans le contexte des années 90 se présente comme un désaccord entre représentation intuitive et symbolique. On est souvent tenté de décrire la stratégie typique de la philosophie husserlienne avec la formule que Husserl lui-même nous a consignée dans une célèbre lettre à Anatole, où il décrit la méthode des philosophes de Göttingen en tant qu'analyse des vécus qui part d'en bas, von unten, et qui met en lumière les fondements intuitifs des concepts. Mais au moins dans ce cas particulier, la relation entre intuition et signe devrait être interprétée comme une dynamique à deux voies. La première est une démarche ascendante, dans laquelle la nature particulière du champ doit être confrontée à l'universalité de l'algorithme général. Il s'agit donc de formuler un symbolique spécifique qui, d'un côté, soit enraciné dans le contenu spatial et de l'autre, tende à l'algorithme général en se soumettant à son universalité. La forme de cette symbolique spécifique, en effet, doit être envisagée de telle sorte qu'elle puisse exprimer les peculiarités, les particularités du champ, et dans le même temps qu'elle puisse reconduire à l'intérieur de l'algorithme général. La deuxième démarche est au contraire descendante, parce qu'il faut que l'algorithme général vienne à la rencontre de cette symbolique spécifique, qu'il l'accueille. Ceci signifie que dans certains cas, l'algorithme général doit modifier ses règles de sorte qu'il puisse les appliquer au champ spécifique. Ça, c'est bien évident chez Lausnen, Huxler et de Grassmann, la théorie de l'extension de Grassmann. Mais aussi, on trouve une idée similaire chez Husserl. L'interaction entre ces deux démarches, une ascension qui soutient l'existence spécifique de l'espace et une descente qui reconfigure l'algorithme général, devra réconcilier la dimension intuitive avec la production symbolique, ou plus précisément l'expérience spatiale, singulière et riche en contenu qualitatif,
avec une science universelle des signes qui, en raison de leur statut, sont irréductibles à la nature des contenus qu'ils représentent. En réalité, l'exposé est terminé. Je peux vous lire quelques pages de considérations assez générales, mais pas définitives, concernant la position de cette théorie de l'algorithme spécial dans l'ensemble de la pensée de Husserl. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou si vous voulez commencer la discussion. Il est 15 heures. Tu peux le lire, après on discute. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est ça. C'est pas très long tout de même. Non, il s'agit de 2 pages. Bon, ce sont surtout des remarques critiques. À ce point, on voit se profiler les lacunes qui ont condamné les programmes de l'algorithme spécial à tomber dans l'oubli. Le premier est une faute architectonique, tandis que le deuxième est un manque dû à la nature asystématique du projet. Dans les recherches sur l'algorithme spécial, Husserl fait graviter plusieurs nuances conceptuelles autour de la diade intuition-signe. D'un côté, le domaine de l'intuition est réduit au champ matériel, qui à son tour se superpose au particulier. Dans les textes dédiés à l'algorithme spécial, on trouve un modèle d'intuition qui saisit seulement les objets sensibles, parce que c'est seulement à partir des textes du 1894 que Husserl développe l'idée d'une intuition catégoriale. Et c'est seulement à partir de recherches psychologiques sur l'espace qu'il commence à définir la possibilité d'une eidos matérielle, définie par des caractéristiques immutables. Mais quand Husserl approche le problème de l'algorithme spécial, au contraire, ce qui concerne le contenu qualitatif de la représentation est limité à la dimension spécifique du champ, parfois à la configuration de l'objet particulier. À ce premier ensemble, qui connecte l'intuition avec le champ matériel, la dimension particulière, à ce premier ensemble, Husserl oppose la dimension formelle de l'algorithme, qui devient le signe par excellence, grâce à son omnipuissante généralité. La brève histoire de la culture que Husserl esquisse dans la sémiotique, un texte de 1891, dévoile que depuis que l'humanité a commencé à développer une idée de science, on a réduit la connaissance supérieure à la connaissance à travers les représentations symboliques formelles, qu'elles soient un concept ou algorithme. En connaissant le développement de la future phénoménologie husserlienne, on peut relever que le cadre est plus complexe. En effet, à cette époque, Husserl n'avait pas encore perfectionné l'architecture conceptuelle qui permettra à la phénoménologie de distinguer entre 2 types de rapports. Celui entre formel et matériel et celui entre général et particulier. En effet, il deviendra clair pendant les années suivantes que les procès de formalisation, qui permet de saisir les a priori formels, ne peut pas être identifié avec la généralisation, à travers laquelle on obtient les a priori matériels. Parallèlement, il faut attendre les idées directrices afin que ça précise la distinction entre sciences exactes déductives et sciences morphologiques descriptives. À travers cette distinction, Husserl véhicule les modèles alternatifs d'une science, qui sans renoncer à l'idéalité de ces objets, ne s'appuie ni sur les algorithmes, ni sur une procédure axiomatique déductive. D'autre part, en étant qu'un projet de théorie, les analyses à la base de l'algorithme spécial n'approfondissent pas comment et combien l'algorithme spécial est déterminé par les champs. À savoir, elles n'expliquent pas de façon systématique comment on traduit les constructions géométriques en langage symbolique. Husserl fournit seulement une partie de la recette.
en citant l'introduction de certaines règles spéciales qui visent à la spécification logique de l'algorithme général, un algorithme spatial. Mais ici, on rencontre des obstacles majeurs. Si on se base sur l'image des cercles concentriques qu'Husserl avait présenté dans la lettre Stumpf, l'algorithme général se situe à l'intérieur de la structure en fournissant les règles fondamentales aux autres domaines algorithmiques. Dans ces cas-là, les champs général et le champ spécial auraient partagé la même forme fondamentale. Et par conséquent, on aura pu dériver l'algorithme spécial à travers une spécification formelle. Mais y prêtant attention, plutôt que d'écrire une structure verticale entre un calcul général et plusieurs calculs spécifiques, Husserl envisage une structure horizontale entre différents algorithmes spécifiques, en s'adressant surtout à l'algorithme de l'arithmétique et à celui de la géométrie. Mais tel que le précise Husserl, la série de nombres et la série géométrique ne présentent pas une analogie dans la forme de leur construction. À savoir, elles ne partagent pas la même forme fondamentale. La série numérique est discrète, unidimensionnelle et orthoïde, tandis que la série spatiale est continue, tridimensionnelle et dans certains cas plétoïde, cyclique. Et en bref, on ne peut pas dériver l'algorithme géométrique à travers une pure spécification formelle de l'algorithme arithmétique. Parce que la structure symbolique des deux champs est substantiellement différente. Puisque la voie descendante est fermée, on aura pu suivre celle qui monte du spécial au général. À savoir, on aura pu analyser l'expérience spatiale pour y trouver les structures possibles d'être traduites en algorithme. Les analyses de psychologie descriptive qui deviennent protagonistes des manuscrits de recherche sur l'espace entre 1892 et 1894 s'assumeront exactement cette tâche. Mais plus le côté psychologique de la recherche se développe, plus les projets de l'algorithme spatial passent à l'arrière-plan, pour enfin sortir de la théorie de l'espace husserlien. Les passages des témoins se jouent dans la conclusion programmatique d'un texte daté au 1892, qui clôture en recherche pour en ouvrir une autre. C'est une citation de Husserlien à 21. Les mathématiciens sont contents quand ils peuvent calculer ou construire. Les philosophes veulent aussi comprendre. Merci. Très bien, donc merci beaucoup.